Donc j'ai traversé une partie de l'Europe à cheval pendant 5 mois. On n'est jamais totalement détendu sur un cheval. À tout moment, le cheval peut avoir une frayeur. Cette attention permanente, elle contribue à ce respect, disons, du temps présent, du moment présent. En tant qu'être évolutif, nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui représente un danger potentiel ou ce qui nous stresse. Les chevaux peuvent orienter notre regard sur les aspects positifs de la vie. Quand j'étais étudiant, on nous disait que premièrement, les animaux ne pensaient pas. Deuxièmement, qu'ils ressentaient certes des émotions, mais qu'on n'avait aucun élément scientifique tangible à ce sujet. Et troisièmement, qu'ils étaient guidés par leurs instincts. Dans mon cours d'introduction à la biologie comportementale, j'enseigne exactement le contraire. J'ai une image idéalisée de l'équitation. Je m'imagine galoper à travers champs sur un cheval blanc, ivre de liberté, le coucher de soleil en arrière-plan, telle une cowgirl dont la félicité se situe à hauteur de selle. Bon, et voilà à quoi a ressemblé mon expérience équestre dans la réalité. Et devinez ce qui s'est passé 10 secondes plus tard? Le cheval m'a jeté par terre avant de disparaître en forêt. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, mon coursier aussi. Au bout d'une demi-heure, je l'ai retrouvé tout content en train de paître dans une clairière. Il en va du bonheur à cheval comme du bonheur en général, il se mérite. Alors quelles sont les bases à connaître concernant la plus belle conquête de l'homme? Qu'est-ce qui le distingue des autres animaux? Et devrions-nous tous nous mettre à l'équitation? Dans cet épisode, je vais rencontrer 2 personnes dont la vie est étroitement liée aux animaux. Ancienne violoniste, Sarah Piorkowski s'est reconvertie dans l'équi-coaching. Cavalière depuis l'âge de 4 ans, elle entretient un lien très particulier avec les chevaux, qui l'ont aidée dans les moments difficiles de sa vie. Forte de cette expérience, elle accompagne aujourd'hui des cadres et organise des séminaires pour managers stressés. Uwe Meyer-Jürgen côtoie lui aussi des chevaux, ainsi que des corbeaux, des sangliers, des ratons laveurs et d'autres bêtes de tout poil. Ce professeur émérite de sylviculture habite seul avec cette joyeuse petite bande dans une ferme en forêt. Il a consacré toute sa vie, tant privée que professionnelle, à la faune et à la flore. Aux îles Galapagos, il a travaillé pour le compte du gouvernement équatorien à la régulation des populations de chèvres. Puis, il a dirigé les exploitations forestières de Berlin. Et depuis toujours, il recueille des animaux abandonnés. Bonjour Sarah. Bonjour Ronia. Bonjour grand cheval. Enchantée. Comment s'appelle cette créature? C'est Fleur. Fleur. Ils en imposent ces animaux. Ce sont de sacrés gabarits. Mais ils sont par nature extrêmement pacifiques et très enclins à entrer en contact avec les humains. C'est quelque chose qui me touche énormément. Comment ça s'explique? Les zèbres ne sont pas comme ça. C'est vrai. Les chevaux côtoient les êtres humains depuis très longtemps. Mais malgré leur domestication, qui remonte à plusieurs siècles, ils n'ont rien perdu de leur spécificité. Et je trouve fantastique qu'ils aient conservé leur capacité à communiquer et à nous refléter, nous les humains. On dit que les chevaux possèdent la faculté de refléter notre comportement ainsi que nos émotions. Ils perçoivent tout de suite notre humeur et notre état du moment, de même que notre fréquence respiratoire ou notre rythme cardiaque. Cela signifie que notre stress, par exemple, se transmet aux chevaux. Généralement, leur fréquence respiratoire est plus lente que la nôtre, ce qui a un effet bénéfique sur nous. En présence d'un cheval qui respire calmement, notre respiration ralentit. On est plus détendu et moins stressé. Et ce qui est vrai, c'est qu'il perçoit de manière incroyable la psychologie du cavalier. Donc il va ressentir les émotions que nous on ressent, il va nous les renvoyer. Donc évidemment, si on est nerveux, le cheval va se mettre à être nerveux, si on est calme, le cheval s'apaise. Tout ça est très vrai. Et donc ça nous oblige en fait à travailler beaucoup sur soi.
Les chevaux ont la capacité de détecter les tensions musculaires des autres animaux. Dans la nature, ils ont besoin de savoir si le prédateur est rassasié. Dans la steppe, par exemple, ils doivent prendre une décision en quelques secondes. C'est pourquoi ils savent de façon innée percevoir les plus infimes signaux corporels. C'est absolument fascinant de constater qu'ils n'ont rien perdu de cette faculté. Lors de mes séances de coaching, ils réagissent immédiatement à ce que je leur propose. Et si le cheval ne m'aime pas? Tu t'en rendras compte assez vite. Oh non! Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Bonjour Liviano, tu es bien grand. Il regarde d'abord à qui il a affaire. Les chevaux ont longtemps été négligés par la recherche, mais avant ce désintérêt, il y a eu au début du XXe siècle Hans le Malin. C'était un étalon dont on disait qu'il savait calculer et compter. Il indiquait le résultat en tapant du sabot quand il avait résolu l'opération. Puis certains ont soutenu que Hans le Malin n'était peut-être pas si intelligent que ça, qu'il lisait en fait sur le visage de son propriétaire quand il devait arrêter de taper du sabot. À l'époque, ça a été considéré comme une usurpation. On en a conclu que les chevaux étaient stupides et que Hans n'avait rien d'extraordinaire. Et puis on a quand même constaté récemment que les chevaux savaient admirablement décrypter nos signaux corporels. Il veut me dépasser. Et ça t'inspire quoi? Personne ne me dépasse. Personne ne te dépasse? Non, jamais. Pourquoi penses-tu qu'il est plus rapide que toi? Parce que c'est un adversaire à la hauteur. Ou un collaborateur. Un collaborateur. Est-ce que tu as l'impression qu'il porte son attention sur toi? Non. Non? Ah si, il s'est arrêté sans que tu aies dit quelque chose. Super. Ça te surprend? Oui. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il n'était sensible qu'à ça. Pourquoi? Je sais pas. Première chose que j'ai monté un quart d'heure, et puis la première chose que m'a demandé mon instructeur, c'est qu'est-ce que tu as entendu? J'ai dit bah rien. Qu'est-ce que j'ai entendu? Rien. Il dit ah mais si, il y a eu un oiseau qui a chanté, il y a une voiture qui est passée, il y a eu un coup de vent dans les feuilles de l'arbre, il y a un gobelet qui est tombé. Ah bon. Et si tu n'as rien entendu, c'est-à-dire si tu n'as pas été capable de t'ouvrir toi à ton environnement, tu vas mal monter à cheval en fait. Donc, la première chose qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est à percevoir ton propre environnement, à accepter d'être dans le moment présent, ne pas constamment se projeter. Et cette ouverture-là, elle va se refléter sur la manière dont le cheval se comporte. Et moi-même, qui suis plutôt très rationaliste dans mon approche, j'avais une certaine résistance à ce discours. Mais ça marche. Empiriquement, ça se vérifie. Les chevaux nous apprennent à être dans le moment présent. Un cavalier qui essaie d'écrire un SMS sur son portable recevra un retour très clair de la part de sa monture. Soit celle-ci l'enverra par terre, soit elle s'arrêtera tout net et refusera d'aller plus loin. Le cheval remarque tout de suite qu'on n'est plus à ce qu'on fait. Il ne se projette pas. Qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Où est-ce que je vais partir en vacances l'année prochaine? Il est dans l'ici et maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui m'apparaît essentielle, si on veut être heureux. Les neurosciences ont montré aujourd'hui que les neuromédiateurs, c'est-à-dire ces substances chimiques comme la dopamine, la sérotonine, qui nous aident à être plus heureux, qui nous donnent du bien-être, etc., ne se déclenchent que si on est totalement attentif à ce qu'on fait. Et donc, si on se promène dans la forêt, qu'il y a un beau paysage, et puis qu'on est préoccupé par tous les soucis qu'on a, parce qu'on n'a pas rempli notre feuille d'impôt, etc., aucun bonheur ne peut venir. Pendant quelques minutes, j'ai réussi à être dans le moment présent. Mais la réalité est tenace. Même si je ne pense pas à ma déclaration d'impôt ici et maintenant, je finirai par recevoir un jour un rappel du fisc dans ma boîte aux lettres. C'est évidemment plus facile quand on est un équidé. Mais peut-être qu'un après-midi avec un cheval ne suffit pas. Peut-être faut-il développer une philosophie de vie tout entière. Comme Uwe Meyer-Jürgen, qui vit avec des animaux à l'écart de la société humaine. Ils auront peut-être envie de ressortir. Mathieu, Moritz. C'est dingue.
Ils entendent sacrément bien. Ils arrivent. D'où viennent-ils? J'ai acheté ces 2 chevaux, un Norvégien et un Haflinger, dans un refuge du Schleswig-Holstein. Bonjour. Recule un peu pour les laisser sortir. Vous pouvez tendre un peu la pelouse, hein? Allez, Moritz, viens. On peut le caresser? Oui. Ils sont adorables. Mais lui a un côté grosse brute. Il peut te renverser sans le faire exprès parce qu'il ne t'avait pas vu. Et lui, c'est un vrai bourrin. Oui, c'est un Norvégien. Ouh! Je comprends ce que tu veux dire maintenant. Les chevaux ici ne sont pas vraiment utiles. Tu t'occupes de ces animaux parce que tu les aimes, c'est ça? Avant, quand je pouvais encore le faire, je les montais, je les sortais. En ce sens, on peut dire que je les ai utilisés. En revanche, je ne les ai pas achetés pour qu'ils me servent, mais pour qu'ils soient bien. Ils étaient auparavant chez un fermier, dans une écurie sans lumière ni litière, avec un sol en béton. De nombreuses espèces animales ont besoin d'être intégrées dans un environnement social stable. Quand c'est le cas, on constate que les taux d'hormones du stress sont bas, que les animaux vont bien, qu'ils sont en bonne santé. Il s'agit d'un environnement dans lequel les relations de dominance sont claires, où chaque animal connaît sa position au sein du système social. C'est ce qui favorise son bien-être. Est-ce que les animaux s'entendent bien les uns avec les autres? Ils s'entendent tous bien. À l'exception des ratons laveurs et des renards, qui sont des prédateurs. Les ratons laveurs s'en prennent notamment aux poules et ils font des dégâts. C'est ce qu'ils ont fait l'autre jour. Il y a aussi des poules? Plus maintenant, parce qu'elles sont toutes mortes. Comment fait-on pour avoir, comme toi, une aussi bonne relation avec les animaux? Les corbeaux viennent se poser sur ton épaule, le chevreuil te suit dans la forêt. Quel est ton secret? C'est parce que j'ai une intention bien précise, que les animaux se portent bien. Et tu crois qu'ils le sentent? Absolument, c'est évident. Ils le sentent dès le premier jour. La condition préalable est de considérer l'être vivant quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un crapaud, d'un renard ou autre, d'égal à égal, comme un être à part, et d'essayer de l'appréhender à travers ses multiples caractéristiques. Mes ratons laveurs, mes renards ou mes chevaux possèdent chacun leurs particularités que je m'emploie à reconnaître, avec lesquelles je me familiarise et qui participent à élargir mes connaissances. En ce sens, on peut dire que j'apprends d'eux au quotidien. On peut apprendre beaucoup des animaux, notamment à travers le concept de soutien social. Chez eux, la présence d'un partenaire d'attachement a pour effet de réduire le taux d'hormones du stress dans des situations difficiles. Avoir un lien social est le meilleur moyen pour les animaux de lutter contre le stress. Il n'y a qu'en étant avec les chevaux que je me sens pleinement moi-même. C'est l'un de mes plus grands bonheurs sur Terre. J'ai grandi dans une famille de musiciens. J'ai commencé à jouer du violon à l'âge de 4 ans et j'ai participé à mon premier concours à l'âge de 6 ans. J'ai intégré assez rapidement un orchestre. Et ensuite, j'ai obtenu une bourse d'un grand orchestre symphonique à Berlin. C'était une période incroyable. Mais j'ai fini par me rendre compte que c'était pas fait pour moi. Je suis impressionnée par les parcours de vie marqués par des reconversions comme la tienne. Une violoniste professionnelle qui se reconvertit dans l'équi-coaching.
Ça a été un long processus. Et à l'époque, j'avais des difficultés qui avaient fini par s'aggraver au fil du temps. Je souffrais de crises d'angoisse à cause de la pression. Les crises d'angoisse, ça je connais. De quoi bien te pourrir la vie. Oui, ça fait beaucoup de ravages. Ça a été un véritable bouleversement. Ce sentiment de ne plus fonctionner, plus du tout. On perd tout à coup confiance en soi. Je ne supportais plus d'être violoniste ou je ne voulais plus être ce que j'avais toujours cru devoir être. Tout s'est écroulé, je me suis sentie complètement perdue. Qui suis-je? Exactement. Et puis, je suis revenue aux chevaux. Et là, je me suis reconnectée à l'enfant que j'avais été. Je ne peux pas l'expliquer. Sans doute qu'il n'y a pas de mots pour ça. Je ne suis pas avec le cheval, je suis dans le cheval. C'est un sentiment très fort. On se sent de nouveau en accord avec soi-même et on est heureux. Ça n'a rien à voir avec le fait de monter à cheval, mais c'est la relation avec ces animaux qui est importante et qui a déclenché chez moi le processus de guérison. J'ai pris conscience de mes ressources. Je me suis rendu compte que j'avais d'autres cordes à mon arc que le violon, que j'étais forte, que je pouvais conduire des chevaux. Si mon cheval est agité et que moi, je change mon état d'esprit, mon état émotionnel, alors, l'animal de 500 kilos sous moi se calme tout à coup. Waouh, ce sont des expériences de ce genre qui ont contribué à renforcer ma confiance en moi et le sentiment que je pouvais gérer des situations difficiles. Dans le cadre d'une étude, nous avons mesuré l'impact qu'avaient des exercices avec un cheval sur le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire la croyance d'un individu en sa capacité à réaliser une tâche et à surmonter un obstacle en s'appuyant sur ses propres ressources. Et nous avons montré que cet impact était significatif. Les chevaux renforcent notre confiance en nous. Ils n'aiment pas ça, j'imagine. Non, en tout cas, ils se méfient. Il faut avoir à l'esprit que ces grandes et belles créatures sont des animaux de proie et sont donc craintifs. Ils sont toujours sur le qui-vive afin de ne rien faire qui pourrait leur coûter la vie. Et je vais devoir le confronter à sa peur. Heureusement, il ne risque pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il est plutôt sceptique. Dans cet exercice, il s'agit de faire preuve de leadership, de susciter l'adhésion. Il faut qu'il ait confiance en toi et t'emboîte le pas. Et alors, il passera par-dessus la bâche. Pas de pression. Thanks a lot. I got a broken heart. That's all I've got. Qu'est-ce qu'il fait là, Ronia? Il refuse d'avancer. Pourquoi? Il n'a pas confiance. Tu as vu ce qu'il vient de faire? Non? Il a jeté un œil sur la bâche. Ça veut dire qu'il a peut-être besoin de temps. Oh, Leon. Allez, viens. C'est pas dangereux, c'est juste une bâche. Quelle est ta stratégie? Je crois que je vais repasser devant la bâche. D'accord. Bravo. Super. Tu es surprise? Oui. Je suis fière de lui. De lui. Tu peux l'être. Et de toi? Non. À ton avis, quelle est ta part de responsabilité dans le fait qu'il ait surmonté sa peur? Minime. Tu le penses vraiment? Je sais pas trop. Ok. Au moins, si un jour je monte une start-up, j'aurai déjà les bases du leadership empathique. Je suis sûre que chaque animal possède ses compétences propres. J'ai déjà eu des chiens. Et ce que je peux dire, c'est que tous m'ont fait énormément de bien. J'espère que c'est réciproque. On se lève tôt le matin pour aller faire une petite promenade au parc. Et quand le moral est en berne, rien de mieux que de se plonger dans le regard de son compagnon à quatre pattes. Partager son quotidien avec un animal est sûrement bénéfique autant à l'un qu'à l'autre.
Les animaux ont cet effet de libérer les émotions enfouies en nous. En présence d'un animal, on a tendance par exemple à exprimer davantage son état émotionnel. Et cette verbalisation permet généralement de renouer avec la sérénité et la paix intérieure. C'est ce que je constate souvent dans mes séances de coaching. J'ai vu des cadres expérimentés qui, sitôt entrés en relation avec le cheval, s'effondraient en larmes. De l'extérieur, il ne s'était rien passé, mais le cheval avait réveillé quelque chose en eux. Le fait de caresser un chien déclenche chez lui la libération de l'ocytocine, appelée couramment l'hormone de l'amour. Cette hormone rend le chien plus sociable, plus doux, et l'amène à adopter un comportement sociopositif envers les humains. Ce comportement positif active à son tour la libération d'ocytocine chez l'humain, qui interagit alors encore plus gentiment avec le chien. On a donc une boucle de rétroaction positive qui conduit à ce que l'interaction entre le chien et l'humain nourrit un bien-être réciproque. Walter, c'est l'heure de se lever. Pardon de t'apporter ton petit déjeuner aussi tard. Gare à l'avis négatif sur Google. Allez, viens. Viens, mon chéri. Un concept central de la psychologie positive est le modèle PERMA, selon lequel le bonheur repose sur 5 piliers. 1. Les émotions positives. 2. L'engagement. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait avancer? 3. Les relations humaines. Est-ce que je dispose de liens sociaux solides? 4. La recherche de sens. Est-ce que je sais pourquoi je suis sur Terre? Et 5. L'accomplissement. Est-ce que j'ai le sentiment d'être efficace et de réussir dans la vie? Bon nombre de ces points ne participent pas à un bonheur immédiat, mais incitent plutôt à redéfinir sa vie sur le long terme. C'est un travail à plein temps, tous ces animaux, non? Ça représente combien d'heures? C'est du plein temps. Sans compter le renard qui passe à 2 heures du matin. Et ça coûte aussi certainement pas mal d'argent, non? Ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que les animaux se portent bien. J'ai une bonne retraite. Je vis seul, je n'ai pas d'obligation. Pour moi, c'est le paradis ici. Et j'ai le temps. À l'époque où j'étais professeur à Göttingen, puis exploitant forestier à Berlin, je ne pouvais pas en profiter comme maintenant, où je vis toute la journée avec les animaux. Ils ne perdent pas une miette de ce que je fais. Là, par exemple, ils ont les yeux rivés sur la crème chantilly et ils espèrent bien en avoir leur part. Pouvoir consacrer tout mon temps aux animaux me comble de bonheur. Un sanglier, là. C'est Walter. Bonjour, mon petit Walter. Désolée. Bonjour, mon pépère. Regarde, Walter, j'en ai gardé pour toi. C'est de la crème chantilly. Mais tu n'as pas l'air d'aimer. Bonjour, Walter. Nous nous sommes beaucoup rapprochés des animaux dans de nombreux domaines. Pas des vers de terre, des oursins ou des récifs coralliens, mais de nos plus proches parents, c'est-à-dire des mammifères, et même de certaines espèces d'oiseaux. Nous opérons des rapprochements, des parallèles avec eux, à la fois sur le plan des performances cognitives, mais aussi sur celui des réactions émotionnelles. Nous constatons en effet que les situations qui nous rendent, nous, humains, heureux, provoquent chez les animaux des réactions physiologiques, neurobiologiques et moléculaires identiques. Il est par conséquent tout à fait raisonnable de penser qu'ils ressentent eux aussi le bonheur. Voilà, on arrive à un stade où l'être humain, mais ça c'est très moderne de dire ça, c'est pas retourne aux anciennes pratiques, pas du tout. C'est cherche un nouveau rapport avec l'animal pour se reconnaître lui-même comme animal. Après, l'autre partie qui est intéressante, c'est que Montaigne, il dit le cheval est un animal de fuite. Et on peut le développer, cette idée-là, au-delà du cheval. Comme dit Montaigne, on peut se construire pour soi-même une arrière-boutique.
c'est-à-dire un endroit, que ce soit un endroit physique ou un endroit mental, dans lequel on peut se réfugier en cas de tourments, de problèmes, de tensions. Si cet endroit est là quelque part, même si on n'a pas besoin d'y accéder, on a toujours la possibilité de fuir. Peux-tu imaginer une vie meilleure que celle-ci? Pas pour le moment. Et j'espère que ma santé me permettra de vivre ici encore quelques années. Et le jour où ce ne sera plus possible? Alors je partirai. Tu partiras? Je veux vivre ici jusqu'à mon dernier souffle. Qu'est-ce qui se passera pour les animaux? Je ne peux pas encore le dire. Ce n'est pas encore décidé. Non, parce que je n'envisage pas encore de tirer ma révérence. Pour l'instant, je consacre toute mon énergie et tout mon temps à ma vie, ici et maintenant. Je finirai bien sûr par prendre une décision, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour.